Aujourd'hui, Vue sur Terre vous emmène en Australie. 23 millions d'habitants, 15 fois la France. Richard McLean va vous ouvrir les portes de l'archipel des Boucaniers. Dans cet endroit aussi inaccessible qu'inhospitalier, des hommes travaillent dans un milieu hostile pour récolter les huîtres perlières. Au cœur de l'Australie, Dave Cox et sa famille vivent en bordure du désert de Simpson. Les conditions de vie y sont difficiles, mais Dave a offert à ses enfants le plus grand bac à sable du monde. Plus au nord, en terre d'Arnhem, Simon, Russell et Otto vivent dans la tradition aborigène sur le territoire de leurs ancêtres. Une vie en dehors des contraintes, excepté celles que la nature leur impose. Respecte la terre et tu seras chez toi en sécurité. L'archipel des Boucaniers est un ensemble incalculable d'îles qui s'étire sur plus de 1000 km. Personne ou presque ne s'est installé ici. Seuls quelques navigateurs viennent se risquer dans ce labyrinthe liquide. Sinon, les rares personnes qui fréquentent l'endroit sont les éleveurs de perles. Ça, c'est un avion Mallard. On utilise ce genre d'appareil pour venir dans cet endroit loin de tout. Il n'y a aucune route par ici. On doit venir soit par bateau, mais ça prend du temps, soit par avion. On est à 3h30 de vol de Darwin ou 2 jours et demi par la mer. Sans ces engins, on ne pourrait rien faire ici. C'est là que nous avons rencontré Richard McLean. Il est arrivé dans l'Ouest australien il y a une bonne vingtaine d'années. Il s'est fait embaucher comme plongeur sur l'un des bateaux de pêcheurs de perles. Un travail très physique qu'il a pratiqué pendant plus de 10 ans. C'est magnifique. Quand on prend le temps de s'arrêter, d'écouter la nature, c'est tellement calme. À chaque fois que je viens ici, je découvre quelque chose de différent. Le paysage se transforme, les lumières, les couleurs évoluent au gré des saisons. C'est captivant. Mon regard est saisi. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde qui soient aussi isolés et si bien préservés. On a beaucoup de chance. On va arriver à l'heure pour le petit-déj. Richard ne s'est jamais résigné à quitter cette région. Aujourd'hui, il s'occupe de toutes les installations de la compagnie Paspali, une importante société de l'industrie perlière. L'histoire des huîtres perlières commence à 300 km au sud des îles Boucaniers. Au large de la côte, les plongeurs doivent d'abord récolter les huîtres qui permettront la culture des perles. Tony Cook se prépare pour une nouvelle plongée. À 20 mètres de fond, l'eau est à 19 degrés. La visibilité est moyenne. Mais qu'importe, Tony doit plonger. La saison de pêche commence en avril et dure à peu près 3 mois. Nous sommes une quarantaine de plongeurs répartis sur plusieurs bateaux. On est traîné par un câble derrière les bateaux et on ramasse les huîtres sauvages. On passe jusqu'à 8 heures par jour sous l'eau et on fait très attention au risque de décompression. Il faut à la fois trouver les huîtres et surveiller son environnement immédiat. Entre les méduses mortelles et les requins, le danger est bien réel. Avec ce travail, Tony gagne bien sa vie, mais les risques sont multiples. Il y a quelques années, lorsqu'il travaillait pour une autre compagnie, Tony a vécu un drame qui l'a profondément marqué. Il y a des gros poissons par ici. Depuis que je fais ce métier, j'ai connu 6 attaques de requins. Et il y a eu un mort en 93. C'était un de mes amis.
Ça se passait juste avant la saison des pluies, l'eau était très trouble. Son partenaire de plongée est remonté à la surface. Il se plaignait de ne plus avoir d'air. Ils ont remonté le tuyau du narguilé, il était coupé et il n'y avait personne au bout. Une semaine plus tard, on a retrouvé son corps dans un requin que l'on a pêché. Ça a été une tragédie pour nous tous. On pense toujours aux requins, surtout quand l'eau est trouble. Mais avec le temps, on apprend à vivre avec le risque. Ça fait partie du job. Une fois collectées, les huîtres sont ramenées sur un imposant bateau équipé d'une sorte de bloc opératoire. Une cinquantaine de personnes vivent et travaillent à bord, dont 25 techniciens experts dans la manipulation chirurgicale. Voici la Pinctada maxima aux lèvres d'or, autrement appelée l'huître perlière des mers du Sud. Elle est énorme et produit une nacre d'une grande brillance à l'aspect satiné. Pour obtenir des perles, il faut d'abord pêcher des huîtres sauvages et ensuite les nucléer. Une opération top secret qui est effectuée derrière ce sas. Chaque huître doit être délicatement ouverte afin d'y introduire un implant. Une petite boule faite d'un calcaire très particulier. La présence de l'intrus va durer 2 ans. Et pendant ces 2 ans, l'huître va sécréter de la nacre autour du petit noyau. Dès que la nucléation est terminée, tout le monde est mobilisé pour remettre les huîtres dans leur milieu naturel. Sauf que désormais, elles sont maintenues dans des poches afin de ne pas disparaître au gré des courants. Pendant les premiers mois qui suivent cette opération, les huîtres font l'objet d'une attention très suivie. Tous les jours, Tony et les autres plongeurs doivent surveiller les lieux de repos de ces chères huîtres. Notre travail sous l'eau, c'est comme travailler sur un chantier. C'est très physique. Imaginez que vous poussez une brouette au fond de l'eau 8 heures par jour. On est à 20 mètres de profondeur et il y a 3 fois plus de pression qu'à la surface. On soulève des charges assez lourdes et on travaille dans des positions qui ne sont pas naturelles. C'est vrai qu'on se fatigue très vite. Comme un infirmier au chevet de ses patients, Tony doit s'assurer que les fameuses Pinctada maxima aux lèvres d'or récupèrent bien de leur opération. Seul, au fond de l'eau, le travail est harassant. Et il faut d'excellentes capacités physiques pour évoluer dans de telles conditions. Pour Tony, la passion de l'aventure et le goût de l'adrénaline sont l'essence de sa vie. Ne nous y trompons pas, Tony a l'air de jouer avec ce serpent de mer. Mais il vaut mieux rester prudent. Le venin de ce serpent est mortel. Heureusement, la combinaison de Tony est assez épaisse pour éviter la morsure. Je suis passionné par l'océan. Je suis d'abord venu ici pour pêcher et pour surfer. Puis je me suis fait embaucher sur un bateau de perles. J'ai tellement aimé cette vie que je ne suis jamais reparti. Ça fait 20 ans que je fais ça et je n'ai jamais connu une journée sans envie d'y aller. Là, on va quitter la zone de repos des huîtres. On va vers l'archipel des boucaniers, vers Talbot Bay. Ça va nous prendre 16 heures. On y sera demain en fin d'après-midi. Pour atteindre Talbot Bay, le bateau sur lequel nous sommes remonte 300 km vers le nord en doublant le cap L'Évêque. Ensuite, c'est l'entrée dans le labyrinthe des boucaniers.
Il y a des milliers d'îles, des baies, des canaux, des grandes marées, et tout ça est inhabité. La lumière du matin et du soir rend l'endroit très beau, mais dans la journée, le paysage est très dur. Cet endroit est hostile, et il faut bien connaître la région pour naviguer dans ces eaux. Même les cartes sont imprécises. C'est l'hostilité de l'endroit qui le rend encore plus beau. Une nature sauvage. Dans ce puzzle de terre et de mer, quelques installations flottantes sont dispersées çà et là. Ce sont les fermes d'huîtres perlières. Après avoir récupéré de leur opération, les huîtres vont passer ici près de 2 ans. L'endroit est magnifique et si bien isolé qu'il n'y a aucune pollution. C'est parfait pour les huîtres. On est à Talbot Bay, au cœur de l'archipel. C'est une ferme flottante. Il y a 13 personnes qui vivent là. Regardez ça. C'est un vrai aquarium. C'est fantastique. On va faire une partie de pêche pour finir la journée. Souvent, les gens viennent travailler ici parce qu'ils ont une passion pour la pêche. C'est plus qu'un loisir, c'est un mode de vie. Regarde, un crocodile vient vers nous. C'est très rare qu'un crocodile s'approche aussi près. Faites gaffe. Il peut sauter dans le bateau en un clin d'œil. Si tu vas observer les crocodiles à Darwin, sur les bateaux de tourisme, tu apprendras une chose. Ces crocodiles peuvent sauter très vite et très haut. Ils ont l'air dociles comme ça, mais c'est très trompeur. Regarde, il s'approche encore. C'est un grand, il doit faire au moins 3 mètres. Ne reste pas sur le bord du bateau, il va te croquer. Dans ce dédale de canaux, Richard tient à nous faire découvrir un phénomène très particulier. Les Australiens ont baptisé ce phénomène du nom de cascade horizontale. Il y a beaucoup d'eau qui circule dans ces passages étroits et ça crée des tourbillons. On a de la chance. En ce moment, c'est l'étale de basse mer. Mais il y a déjà un sacré courant. Vous imaginez ce que ça donne quand la marée monte? On ne pourrait pas rester ici, c'est trop dangereux. Il y a à peu près 8 mètres de marnage ici. Donc imaginez l'énorme quantité d'eau qui passe dans ces goulets. La puissance de l'eau est énorme. Tout ce brassage, ces turbulences, ça oxygène l'eau. Et ça, c'est bon pour les poissons comme pour nos huîtres. Dans la baie de Vansittart, un peu plus au nord, la récolte des perles vient de commencer. Pour Richard, comme pour tous ceux qui travaillent ici, c'est un moment assez fébrile. Nous allons voir, enfin, ce que ces huîtres sont capables de produire. Et paraît-il, ce n'est jamais 2 fois pareil.
Cette huître a maintenant presque 7 ans. Elle avait entre 3 et 5 ans quand elle a été pêchée et elle est restée 2 ans dans les fermes où elle a été nettoyée plus de 50 fois par les gars. Elle est sortie de l'eau hier soir et on l'ouvre ce matin. Et voilà le résultat. Une superbe perle. Bon, venez voir la récolte du jour maintenant. Pour obtenir ces petites perles nacrées, les hommes ont développé d'importants moyens. Mais sans l'écrin naturel des îles Boucanier, ces petits bijoux ne pourraient pas être aussi précieux. Ça, c'est une superbe perle. Elle est tellement belle qu'on voit presque à travers. Je suis très content. Ça va être une belle récolte. Voir autant de qualité avec de superbes couleurs et de belles formes. Je suis vraiment ravi. Richard doit porter la précieuse cargaison à Darwin. Nous profitons de l'hydravion pour quitter ces lieux magiques. Richard, lui, ne tardera pas à revenir ici, au milieu de cet espace, si loin des hommes. Mander, vous me recevez? Je viens de récupérer les 2 gars, on est sur la route du retour. On sera là dans une vingtaine de minutes. Mettez les bières au frais. Nous sommes sur la route de Mander, à la limite nord de l'État du Sud. On est en plein centre de l'Australie, au bord du désert de Simpson. Ça, c'est un bon exemple des superbes routes qu'on a par ici. On est complètement isolé. Alice Springs est à 500 km, Adélaïde à 1300 km et Ayers Rock est à une journée de route. On est loin de tout. On compte toujours en centaines de kilomètres. On s'y fait. Mander Station, un lieu improbable, posé juste en bordure du désert de Simpson. C'est une sorte d'endroit où la vie fait de la résistance. Autour, il n'y a que des cailloux et du sable, dans un rayon de 500 km. On se croirait chez Mad Max, la violence en moins et l'indolence en plus. Dave a élu domicile avec sa femme et ses enfants au milieu de nulle part, mais juste en plein centre de l'Australie. Dave a débarqué ici il y a 7 ans et a repris un garage à moitié abandonné. Mander Station, c'est le seul point de halte pour ceux qui osent s'aventurer dans ces espaces inhabités et inhabitables, où la température atteint souvent les 50 degrés. Ceux qui s'arrêtent ici ne restent jamais longtemps. Ils ne font que passer. Tu prépares le petit déjeuner pour les clients et juste après tu répares une voiture. Ensuite il faut préparer le courrier. Il y a des jours où ça ne s'arrête jamais. Dave est la seule personne sur qui l'on puisse compter si l'on s'est fourvoyé dans ce milieu hostile. Pour vivre ici, il profite d'une condition indispensable, la présence d'un point d'eau. Pour le reste, il faut tout amener, et de très loin. C'est le camion de vivres pour assurer les repas de tous les gens de passage. À cette période de l'année, c'est très animé. Et comme on peut s'en rendre compte, le camion est très chargé. Il me faut à peu près 7 heures pour aller à Alice Springs. Le lendemain, il faut faire toutes les courses et le 3e jour, on rentre, on décharge et puis on enchaîne sur autre chose. Il faut vraiment s'organiser à l'avance parce que si tu oublies quelque chose, ça peut prendre des semaines avant de le récupérer. Là, notre fournisseur de légumes a oublié les salades. Bon, bah cette fois, pas de salade. C'est comme ça.
L'aller-retour pour atteindre le premier magasin, c'est une expédition de plus de 1000 km, dont la moitié sur des pistes infernales. On n'a pas vraiment d'habitués, pas de clients du coin. Il y a quelques exploitations de bétail pas trop loin, mais la plus proche est quand même à 70 km. Ça fait 1 heure de route, donc on ne voit pas souvent les voisins. Et quand on les voit, c'est pour les grandes occasions. Pour la vie sociale, à part les voyageurs qui passent, Dave ne peut parler qu'avec sa femme, ses 2 filles, ou bien avec l'employé qui le seconde. Pour les goûters d'anniversaire, les enfants ne peuvent guère envoyer d'invitation à leurs copines. Mais la famille a trouvé un mode de vie qui lui convient. Voici ma femme, Melissa, et mes 2 petits anges. La grande, c'est Charlotte, et la petite s'appelle Crystal. On vient juste de rentrer de la foire d'Alice Springs. Charlotte a eu un appareil à faire des bulles et une pochette surprise. Je viens d'inscrire Charlotte, qui a 3 ans et demi, au jardin d'enfants par correspondance à Alice Springs. L'année prochaine, elle commencera à l'école des ondes. Les enfants sont connectés grâce à Internet et voient leur maîtresse grâce à la caméra de l'ordinateur. Ils peuvent faire de la musique, ils peuvent danser, ils peuvent peindre. Tout ce qu'on apprend dans une école normale, ils le font par Internet. Et le taux de présence atteint les 99,9%. La classe va jusqu'au fin fond du Queensland, du territoire du Nord et des États du Sud et de l'Ouest. C'est juste énorme. Avec une 50aine d'élèves, la classe de Charlotte est la plus grande classe du monde. Elle s'étend sur une zone qui fait plusieurs fois la France. On va à la piste d'atterrissage pour accueillir le facteur. Il apporte le courrier tous les mercredis et il repart avec un sac comme ça. Je m'appelle Ridge, je pilote l'avion postal d'Alice Springs. Mon job consiste à distribuer le courrier dans les fermes les plus reculées dans le centre de l'Australie. Cette compagnie effectue la plus grande tournée postale du monde. Parfois, on doit voler 3 heures en ligne droite avant de faire le premier arrêt. Hey Dave, comment ça va? Bien. J'étais pressé. J'ai oublié de t'apporter de l'eau, mais tu veux venir boire un coup au bar? T'as juste un sac? Oui, de 2 kilos. Super, pas de problème. Tout le monde attend avec impatience le jour du courrier. Après, on s'assoit tous autour de la table et on compare ce qu'on a reçu les uns les autres. On a une dizaine de tournées postales différentes. Certaines dans les États de l'Ouest, du Sud et du Queensland. Pour faire l'ensemble d'une tournée, ça nous prend bien 8 ou 9 heures de vol. Ça fait des bonnes journées quand même, hein? Les postiers du désert australien sont les lointains cousins des pionniers de l'aéropostale. Mermoz ou Guillaumet ont sans doute fait naître des rêves par ici. D'ailleurs, Ridge a une vague ressemblance avec Saint-Exupéry. On vole dans des endroits isolés, sans aucune référence. Ce n'est pas des conditions toujours faciles. On se repère avec le GPS. Et si jamais on a un problème de moteur, on choisit un bon endroit pour atterrir. À bord, on a assez de vivres pour tenir 3 ou 4 jours en autonomie. Et puis on a une radio pour prévenir les secours. J'aime bien cette terre rouge du désert de Simpson et aussi celle du désert de Tanami. Je m'y sens bien. Je trouve ça fascinant.
On va monter ces grosses roues. Je vais aller quelques jours dans le désert. Ce véhicule sert avant tout à porter secours. On le sort pour tracter les gens enlisés, réparer tout ce qui a besoin de l'être. Cette fois, je vais le prendre pour emmener ma petite fille. On va dormir à la Belle Étoile. Au revoir chérie, on revient dans quelques jours. Les enfants adorent vivre ici. Je pense que c'est un environnement magnifique pour eux. Charlotte, elle adore, vraiment. Elle aime camper, dormir dehors, observer les étoiles. Ouais, elle adore ça. Après 4 heures de route, le décor est toujours le même. Dave ne s'en lasse pas. Il a choisi de vivre ici, tout près de ces immenses dunes. Vivre et travailler dans un endroit pareil, c'est très particulier, mais bon, ici je ne me prends pas la tête dans le trafic ou dans les bouchons, je me prends juste la tête dans les dunes. Eh Charlotte, on va camper là? C'est un bon endroit pour camper, non? Allez, on sort le matériel de camping maintenant. Nous sommes à Pernibor, à 65 km, à l'est des sources de Dalhousie. Pernibor est un lieu transformé en zone humide par les hommes. Ils cherchaient du pétrole et tout ce qu'ils ont trouvé, c'est de l'eau, quasi bouillante. Et comme ce n'est pas ce qu'ils cherchaient, ils sont repartis, en laissant s'échapper des milliers de litres d'eau chaque seconde. C'était fou cette quantité d'eau qui sortait. Il a fallu faire des travaux pour restreindre ce flot et ne pas vider la nappe phréatique. Ils ont juste laissé un filet d'eau pour maintenir la vie sauvage car de nombreux animaux s'étaient habitués à ce point d'eau. Élever ses enfants ici, c'est un vrai privilège. Ce matin, Charlotte est sortie du lit et elle m'a dit « Allez papa, on y va, on va chercher des chameaux dans le désert ». Combien d'enfants sortent du lit et peuvent dire ça au réveil? C'est le plus grand bac à sable de l'Australie. Charlotte joue ici comme n'importe quel autre enfant jouerait dans un jardin ordinaire. Sauf que le décor ici est beaucoup plus vaste. Kiss. C'est un gros bac à sable, hein? Tu vois comment toutes ces petites vagues se forment? Elles sont petites, hein? Le vent forme d'abord une toute petite vague comme ça, et parfois la petite vague grossit, grossit et devient aussi grande que ces dunes. Toutes ces grandes dunes ont d'abord été de petites vagues. Les étoiles, elles sont parties.
Elles sont parties où? Elles sont parties dans le ciel. Et la Lune, elle est où? La Lune est toujours là. Et ça, c'est quoi? Le soleil. Dans le rond, il y a un feu. Il est très chaud. Et regarde, une araignée. Elle cherche sa maman, elle ne la trouve pas. Je l'ai presque touchée. Mais peut-être qu'elle va me piquer. Araignée, va rejoindre ta maman. Quand tu es dans le désert de Simpson, tu as 300 km de dunes de sable. Pas d'habitation sur 500 km entre Maunder et Birdsville. L'immensité de cet endroit est juste indescriptible. Il faut voir ça pour ressentir cette émotion. J'habite dans ce décor depuis 7 ans et j'en suis toujours amoureux. Si je n'aimais pas cet endroit, je serais parti. Le travail est dur, c'est vrai, mais c'est un environnement superbe, c'est paisible. C'est tout simplement formidable. Au nord de l'Australie se trouve Arnhem Land, un vaste territoire préservé. Arnhem Land, c'est un monde à part. C'est un peu un État dans l'État. Ce territoire appartient au peuple aborigène. Et tout Australien qui n'est pas d'origine aborigène doit obtenir un permis pour voyager dans ce pays vraiment différent. Nous l'avons obtenu. Dans ce décor spectaculaire, la plus ancienne civilisation de l'humanité vit ici en parfaite harmonie. Depuis plus de 40 000 ans, le même peuple vit sur la même terre. Aujourd'hui, ils sont seulement 15 000 aborigènes sur un territoire de près de 100 000 km². Mes ancêtres ont sillonné à pied ce pays pendant des milliers d'années. Et ils nous ont laissé toutes ces pistes. C'est un territoire dur. Il faut avoir beaucoup de connaissances pour survivre ici. Mon père m'a appris à exister dans ce pays. Il l'avait appris de son propre père. Au milieu de ce décor que rien ne trouble, nous avons rencontré Otto Boulmania. C'est un chef de clan. Traditionnellement, chacun des clans vit sur son propre territoire et change d'endroit au gré des saisons. Auparavant, lorsque le père ou le grand-père d'Otto se déplaçait avec le clan, parfois il parcourait à pied plus de 400 km. Aujourd'hui encore, le territoire d'Otto s'étend sur environ 10 000 km². Je suis le propriétaire de toutes les terres que l'on voit autour de nous. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père ont vécu ici. Ils chassaient, ils cueillaient sur ce territoire. Maintenant qu'ils sont partis, je suis le nouveau responsable de cet espace. Et il faut que j'enseigne à mes enfants comment prendre soin de cette terre. On a beaucoup de points d'eau et de rivières où on peut attraper du poisson pour nourrir nos familles. Parfois, on monte sur les collines et on organise des battues pour attraper des kangourous.
Et de temps en temps, on se déplace pour aller dans un village et acheter les produits de base comme le sucre, la farine ou le thé. Et puis on revient dans la brousse. Otto passe beaucoup de temps à parcourir la brousse, pour chasser ou bien pour transmettre ses connaissances aux plus jeunes de sa famille. Cette fois, il est avec l'un de ses neveux, Russell. Dans les années 1920, des fermiers blancs ont introduit des buffles dans le nord de l'Australie et ils se sont très bien adaptés, trop bien même. À force de proliférer, les buffles sauvages sont devenus particulièrement nuisibles pour l'environnement. Ces animaux à sabots font beaucoup de dégâts sur ces terres fragiles. Leur présence doit être sérieusement limitée. Ce buffle est blessé. Il est très dangereux. Il est quelque part par là dans la broussaille. Il faut faire très attention. Pour les aborigènes, il n'y a pas d'ouverture ou de fermeture de la chasse. Ils en vivent à longueur d'année, en fonction de leurs besoins. On mange beaucoup de gibier ici. C'est comme ça qu'on a grandi et que l'on continue à vivre. On mange du buffle, du kangourou, de la dinde sauvage et tout un tas d'autres choses. Aujourd'hui, ce sera du buffle. Je vais quand même vérifier qu'il est bien mort. Et je vais prendre de la viande. Ce sera le repas de ce soir. Avant, il y avait plein de nénuphars sur les étangs. Maintenant, il n'y en a quasiment plus à cause des buffles et des sangliers qui ont été introduits dans la région. C'est pour ça qu'on essaie de limiter leur nombre et de les éloigner de ces endroits-là. Se nourrir de sa terre, mais aussi la protéger et l'entretenir, c'est une affaire de famille dans laquelle chacun doit s'impliquer. Russell et son petit frère Simon ont quitté leur maison pour aller faire un tour dans le bush. Cela fait 5 jours qu'ils ont installé leur campement. Ils appellent cela faire un walkabout, ce qui signifie partir en balade, sans but précis. Quand je me déplace sur notre territoire, j'ai toujours le souffle coupé. Ici, je sens la force de notre héritage et de nos ancêtres. J'adore m'asseoir à la lumière du feu de camp et écouter le bruit de la rivière. C'est très calme. Et quand je m'allongerai, j'aurai des millions d'étoiles partout au-dessus de moi. C'est vraiment magnifique. La balade peut durer quelques jours ou quelques semaines. Cela dépend de leur envie, simplement. Prendre son temps pour aller camper, chasser et admirer les paysages. C'est la vie ordinaire des aborigènes. Il faut faire attention aux crocodiles et aux requins, parce qu'ils remontent dans les eaux intérieures pendant la saison des pluies. Dans cette rivière, on attrape des poissons, des écrevisses,
mais aussi des raies et d'autres poissons de la mer. Ici, c'est le pays de ma mère. Avant, je vivais ici avec mon grand-père, mais il est mort il y a longtemps, il y a environ un an. Je le voyais souvent chasser les kangourous et le wallaby avec une lance. Et quand il attrapait des kangourous avec un bébé dans la poche, il me ramenait le petit kangourou et je l'élevais. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aimeraient pas cette vie, mais ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir une terre à eux. Je trouve que c'est une belle vie pour nous ici. Moi, je suis attaché à cet endroit. Des incendies dévastateurs peuvent anéantir ces terres desséchées. Depuis très longtemps, les ancêtres de Russell et Otto ont su maîtriser le feu pour mieux éviter les ravages qu'il pourrait provoquer. C'est la saison du feu. Et les gens vont brûler toute la terre d'Arnhem. Tout le monde allume des feux en ce moment. Tous ceux qui vont à la chasse allument des feux sur leur chemin. Quand des zones n'ont pas été brûlées pendant 2 ou 3 ans, il y a beaucoup de combustible qui s'accumule et ça cause de gros problèmes. Parce que dans ce cas, les feux se propagent jusque dans les arbres. C'est pour ça qu'on met le feu régulièrement. C'est le principe du feu froid. Dans quelques jours, l'herbe va repousser. Les buffles, les kangourous viendront. Les animaux sauvages vont venir pour se nourrir de cette herbe. Et ils seront facilement repérables car la broussaille aura disparu. Cette technique du feu froid est très vieille. Nos ancêtres ont toujours fait comme ça. Ils utilisaient le feu pour se chauffer, pour se nourrir. C'est important pour nous. Le feu nous donne tout. Au milieu de la fumée, la famille de Russell fait irruption. Ni GPS, ni boussole. Les aborigènes sont capables de rouler pendant des heures et de retrouver en pleine brousse ceux qu'ils cherchaient. Ils débarquent pour passer la soirée, ce qui signifie trouver à manger pour 10 personnes de plus. Apparemment, ce n'est pas un problème pour Russell. Pendant que Russell part à la chasse, Otto prépare les festivités pour la soirée. Cet arbre s'appelle un woolly bark. J'entends qu'il sonne creux. C'est parfait. Ça va faire un bon didgeridoo. Le didgeridoo, c'est l'instrument de musique d'Arnhem-Land. Par ici, tout le monde sait s'en servir. Cet instrument de musique a un rôle vital dans la culture aborigène. Il est utilisé aussi bien lors des cérémonies que pour les chansons autour d'un feu de camp. Pour fabriquer un bon didgeridoo, la recette est simple. Il faut juste bien choisir le tronc d'arbre qui aura été impeccablement creusé par les termites. Il y a une partie de ma famille qui a débarqué ce soir. Je vais avoir besoin de beaucoup de viande pour les nourrir tous. On va ramener ça au campement et on va le faire cuire. On va tous s'asseoir autour du feu. C'est samedi soir en Arnhem-Land.
Ce sera un bon repas de famille. On va bien manger, s'amuser, discuter un peu. Et puis après, on se lavera les mains et on ira dormir. Pratiquer la chasse et la cueillette est un élément fondamental de la culture aborigène. C'est une manière de rester en relation avec sa terre. Notre terre n'est pas un simple terrain. C'est aussi la terre de nos traditions et de nos cérémonies. Cette terre est sacrée, on n'a pas le droit de l'abîmer. Et puis, nous aimons vivre comme ça. On aime chasser, pêcher, pratiquer la cueillette. Ici, on est vraiment en contact permanent avec les esprits et avec la force de la nature. Dans la tradition aborigène, on appelle cela le chant des pistes. Ces litanies sont interprétées dans un langage que personne ne peut comprendre, mais elles sont essentielles. Les aborigènes disent que c'est la langue des animaux. Tel récit décrit le parcours d'une rivière et les espèces que l'on y trouve. Tel autre récit retrace la délimitation d'un territoire et des animaux qui le peuplent. Chacun de ces chants est un élément de leur histoire et décrit un morceau de ce territoire. Au final, le chant des pistes constitue l'acte de propriété du clan familial. C'est un peu l'équivalent d'un acte notarié, et l'ensemble de ces pistes de rêve dessine une sorte de plan cadastral. Mon grand-père venait ici pendant la saison des pluies. C'est là qu'il installait son campement. Il venait ici se ressourcer, mais aussi chasser le kangourou. Il n'y a aucune piste, on est au milieu de nulle part, et on trouve encore des peintures très anciennes partout dans cette région. Toutes ces traditions orales et picturales remontent à la nuit des temps. Elles permettent de transmettre les informations sans écrit, mais avec autant de précision. Pour Otto, comme pour tous les aborigènes, l'histoire de son peuple est faite d'une succession d'anecdotes personnelles. Quand je marche sur les terres d'autres clans, je ne parle pas parce que j'ignore l'histoire de leur terre. Quand on pénètre sur les terres appartenant à d'autres clans, on s'assied silencieusement, car on ne sait rien des esprits qui nous entourent. Alors que si l'on est sur son propre territoire, on en connaît toute l'histoire, on peut dire « allons chasser là-bas, allons faire une cérémonie par ici ». Et pour toute ma famille, c'est notre terre qui nous donne le droit de parler. Notre terre est vivante, elle nous observe. Les esprits des anciens nous surveillent également. Chez nous, les esprits sont très puissants. Si on fait une erreur, si on ne respecte pas la terre, on risque d'être malade. Ou alors, on pourrait tomber d'une falaise ou bien se casser le pied. La règle est simple. Respecte la terre et tu survivras. Tu seras chez toi en toute sécurité.
En Australie, le peuple aborigène a réussi à survivre plus longtemps que n'importe quelle autre civilisation au monde. Et la clé d'une telle longévité se trouve sans doute dans l'immense respect qu'il accorde à sa terre et aux créatures qui y vivent.